Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie du live Happy Body avec Jean Joyeux. Donc je ne vais pas vous le représenter et je vous invite vraiment à aller voir la première partie de l'interview parce que je le présente, il se présente. Il nous explique un petit peu les bases aussi de la nutrition. Donc c'est hyper intéressant d'aller voir cette première partie où on parle essentiellement mais pas que des fruits et légumes. Là on est sur la deuxième partie du coup du live et on va préciser un petit peu plus certaines choses. Donc je vais l'amener sur des questions un petit peu plus pointu et on va commencer direct, on rentre dans le vif du sujet, Jean, avec le sucre raffiné, le sucre on peut dire en règle générale, mais voilà, le sucre raffiné, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous donner comme clé par rapport à ça? C'est une question qui paraît simple et qui est plus complexe, comme souvent, hein. On a tendance à faire toujours cette espèce de simplification à outrance, ce réductionnisme. Alors quand on parle de sucre, quand on parle du sucre raffiné, on va parler d'un produit qui est issu soit de la canne à sucre, soit de la betterave, et qui dans tous les cas représente la même molécule, c'est-à-dire le saccharose. Le saccharose, c'est ce qu'on appelle un disaccharide. Il est constitué de un glucose et un fructose qui sont accrochés entre eux. Et donc, avec le pouvoir sucrant de référence que vous connaissez, hein, qui représente 1 et qui va être je dirais, l'étalon pour établir le pouvoir sucrant de différents édulcorants. On va dire qu'il est X fois plus sucré que le sucre ou 0,X fois plus sucré que le sucre, donc moins sucré. Voilà. Les problèmes qui se posent régulièrement, c'est que on généralise en parlant de sucre, on parle même de sucre lent, sucre ajouté, sucre non ajouté, et on met un petit peu tout dans le même panier. Je ne sais plus si j'avais parlé de ça, mais le terme de sucre lent, c'est un terme qui est totalement désuet. Aujourd'hui, on devrait parler de glucides, qui est un terme global, qui comprend aussi bien l'amidon. L'amidon, c'est une molécule de grande taille qui est constituée de glucose accrochés entre eux. Donc, quand vous mangez un féculent, il y a de l'amidon dedans. Et donc, quand vous mangez un féculent, vous apportez des doses importantes de glucose. Au final, quand vous allez le digérer, ça va donner du glucose. Et ça n'est pas absorbé aussi lentement que ce qu'on le dit, parce que les amylases, parce qu'il y en a plusieurs qui vont le digérer, vont vous faire absorber du glucose à grande vitesse. C'est très rapide. Donc, quand on parle d'aliments glucidiques, on ne va pas dire qu'ils sont lents ou qu'ils sont rapides, ça ne dépend pas de leur complexité, ça dépend en fait de la matrice. C'est-à-dire que si vous avez un aliment qui contient de l'amidon, mais qui est très riche en fibres, la présence des fibres va rendre la digestion un peu plus complexe et va ralentir à la fois la digestion et l'absorption. C'est quelque chose qui a été prouvé à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, on ne devrait plus parler de sucre lent, sucre rapide. Ça, c'est à mettre à la poubelle des années 80. On devrait parler plutôt d'aliments glucidiques et parler de leur index glycémique, c'est-à-dire de leur capacité à faire augmenter le taux de glucose sanguin. Je fais une petite parenthèse. La glycémie, c'est pas le taux de sucre dans le sang, ça c'est imprécis, c'est inexact, c'est le taux de glucose sanguin. Voilà. Donc, pour revenir au sucre, si vous mangez du sucre, vous mangez ce saccharose, et ce saccharose, il va être scindé en deux, et vous allez avoir moitié de fructose et moitié de glucose. Voilà. C'est très facile à digérer, donc c'est bien connu, ça fait monter votre glycémie rapidement. C'est pour ça qu'on incite les patients diabétiques à ne pas trop en consommer. Et c'est pour ça que on dit régulièrement que manger trop de sucre, c'est pas bon pour la santé parce que ça génère tout un tas de perturbations. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mangez de grandes quantités de féculents, vous obtenez le même résultat. Voilà. Surtout si vous êtes peu ou pas actif. Parce que quelqu'un qui fait énormément de sport, et notamment de sport à haute intensité d'endurance, il va avoir besoin de ces féculents pour être capable de faire de la haute intensité. Donc tout dépend, en fait, le besoin de ces glucides va dépendre de notre niveau d'activité physique. Alors, concernant le saccharose, on lui reproche beaucoup de choses, mais comme vous pouvez déjà le voir, régulièrement, le problème ne se limite pas uniquement au saccharose. Après, le saccharose, donc, comme je le disais, c'est du glucose et du fructose. Autant le glucose, il va passer dans la circulation rapidement, il va faire monter votre glycémie rapidement. Autant le fructose ne peut pas faire monter votre glycémie de façon immédiate. Il va devoir d'abord passer par le foie et être transformé avant de devenir glucose. Donc, lui, fait monter votre glycémie de façon beaucoup plus lente. C'est pour ça qu'il a plutôt une meilleure réputation. Sauf que consommer trop de fructose, déjà, ça fait travailler votre foie. On sait que, par exemple, avoir des doses massives de fructose, ça favorise le développement de ces fameuses stéatoses hépatiques, les foie gras, surtout quand on boit,
pas quand on mange des fruits, hein, ça pas du tout parce qu'ils contiennent assez peu de sucre au total. Au final, hein, quand on regarde vraiment la composition dans les tables SQL, donc les références de l'ANSES, les fruits contiennent peu de sucre, quoi qu'on en dise. Quand vous mangez le fruit entier, vous avez en plus de ça des fibres qui vont ralentir leur absorption. Après, vous avez un peu de glucose, un peu de fructose, un peu de saccharose, un peu de sorbitol. Il y a différents types de sucres, mais les sucres totaux, vous n'allez pas dépasser à peu près les 12%, quoi. On va tourner autour de ça, quoi. Donc, concernant le fructose, quand on en apporte des doses importantes, c'est soit parce qu'on boit des sodas édulcorés au fructose. Pourquoi ? Parce que le fructose a un goût plus sucré que le saccharose, et donc du coup, vous allez avoir un soda qui va être, entre guillemets, moins calorique. Okay. D'accord ? L'industriel, c'est comme ça qu'il va raisonner. Il va vous vendre un truc moins calorique. Voilà. Le problème, c'est qu'à force d'en consommer des tonnes, le foie reçoit des apports éventuellement massifs si vous en buvez beaucoup de fructose, et donc vous allez finir par ne plus être en mesure de transformer ce fructose en glycogène parce que ça prend quand même beaucoup de place, et donc automatiquement le foie va se mettre sur un autre mode de fonctionnement, un autre mode de stockage. Il va stocker sous forme de gras. Donc c'est là qu'on va progressivement, ou pas d'ailleurs, développer la fameuse stéatose hépatique. Donc il faut avoir conscience que les boissons sucrées, les sodas riches en fructose, les jus de fruits peuvent provoquer une perturbation métabolique si on en fait une consommation excessive. Voilà. La différence avec un jus de fruits, c'est que si c'est un jus de fruits frais que vous avez fait vous-même, vous aurez peut-être un tout petit peu de fibres dedans, puis vous allez récupérer des micronutriments qui sont donc sous une forme naturelle. Les sodas, il n'y a absolument rien d'intéressant à aller consommer là-dedans, donc ça reste des boissons qu'il faudrait consommer de façon absolument anecdotique, certainement pas quotidienne, et moi j'aurais tendance à dire vraiment, vraiment exceptionnelle. Hein. Je mets ça sur le plan des aliments qui sont pas du tout bénéfiques, inutiles et uniquement nocifs. Alors, à petite dose, très petite dose éventuellement, vous en verrez pas tellement les méfaits, mais je recommande une consommation même pas mensuelle. Hein. Voilà. D'autant qu'il y a des problèmes écologiques derrière tout ça, monoculture, privatisation de sources d'eau qui appartenaient à tout le monde auparavant, surconsommation d'eau, génèse de plastique, etc. Pour moi, c'est des bandits de grand chemin, ces entreprises-là. Voilà, bon. Donc, j'ai un petit peu dérivé à partir du sucre, mais maintenant, quand on fait cet amalgame, les glucides, le sucre lent, sucre rapide, etc., on fait des espèces de petites manipulations de raisonnement qui permettent de finalement faire croire à tout le monde que le sucre, il est indispensable au fonctionnement de notre organisme. Ça, c'est pas vrai. Le sucre n'est pas du tout indispensable au fonctionnement de notre organisme. Il peut être consommé en sécurité en petite quantité. Il peut ne pas faire de mal si vous en consommez en petite quantité, mais il n'est pas indispensable. Il n'y a aucune raison de penser qu'il est indispensable. Alors, comment est-ce qu'on cherche à nous faire croire que c'est indispensable ? On va nous dire que nos cellules utilisent pour fabriquer de l'énergie du glucose. Dans toutes nos cellules, sauf quelques très rares exceptions, on va avoir des petites centrales de production d'énergie qui s'appellent les mitochondries. Ces mitochondries vont oxyder du glucose en présence d'oxygène, donc ça veut dire qu'elles vont entre guillemets le brûler, et elles vont produire de l'énergie sous forme de ce qu'on appelle l'ATP. Ce glucose donc nous permet de fabriquer de l'énergie. Mais on peut produire de l'énergie avec d'autres substrats. On peut en produire avec des lipides. Et c'est beaucoup plus rentable. D'ailleurs, on le dit en diététique, le glucose, c'est 4 kilocalories par gramme et les lipides, c'est 9 kilocalories par gramme. La différence, c'est que pour oxyder du glucose, vous allez aller plus rapidement parce que vous avez un nombre d'étapes pour pouvoir l'oxyder et produire de l'énergie qui est moins important. Donc, c'est aussi plus fluide, c'est plus rapide. Donc, vous produisez plus rapidement de l'énergie à partir du glucose qu'à partir des lipides. Pour produire autant d'énergie à partir des lipides, il faut plus de temps et il faut plus d'oxygène. Okay. C'est ce qui explique pourquoi les hautes intensités d'effort ne peuvent pas être tenues plus qu'un certain nombre de secondes ou de minutes selon le niveau d'intensité auquel vous êtes. Imaginons que vous êtes capable de courir pendant 5-6 minutes à 20 km/h. Ça ne veut pas dire que votre marathon, si vous faites du marathon, vous pouvez le courir à 20 km/h. Vous allez probablement plutôt le courir à 15. Pourquoi ? Parce que 20, c'est votre maximal aérobie, et que ce maximal aérobie, en physiologie de l'effort, on sait que ça peut être tenu pour une personne assez bien entraînée 5-6 minutes, et pour une personne hyper entraînée, on va peut-être dépasser les 10-12 minutes.
Voilà. Donc ça reste des physiques assez exceptionnelles. Donc en fait, le sucre, c'est plutôt à considérer comme un carburant de l'urgence, c'est des hautes intensités, soit anaérobie, soit aérobie. Donc les lipides, en revanche, on va être capable de les utiliser jusqu'à des niveaux d'intensité pour une personne entraînée à l'endurance ou à l'ultra-endurance qui peuvent être assez élevés. Imaginons votre vitesse maximale aérobie en course à pied, c'est 20 km/h. Quelqu'un qui est bien entraîné, il va utiliser moitié de graisse et moitié de glucides jusqu'à 80% de cette vitesse maximale aérobie. Donc, ça nous fait à peu près 16 km/h. Okay. Donc, c'est très rapide. Voilà, il faut le tenir, et ça veut dire qu'ils sont capables de le tenir pendant très, très, très longtemps, ces 16 km/h. Donc, tout ça pour dire que le glucose, on va l'utiliser rarement de façon exclusive pour produire de l'énergie. Même le cerveau, il lui faut au minimum 25% de ses substrats énergétiques pour fonctionner sous forme de glucose, et le reste, il peut utiliser même des corps cétoniques sans difficulté. Donc, oui, le glucose est indispensable au fonctionnement de notre cerveau. Oui, le glucose est très intéressant en tant que carburant de l'urgence. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'en apporter tout le temps. Ça dépend du type d'activité physique qu'on fait. Si on est sédentaire, notre besoin, il est très réduit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous supprimez le glucose de votre alimentation, si vous supprimez donc le sucre, les féculents, etc. Est-ce que vraiment vos cellules vont fonctionner moins bien ? Peut-être transitoirement que dans les 48 heures, vous allez ressentir des petites fatigues, une augmentation du besoin de sommeil, des choses comme ça, peut-être des petits troubles de la concentration. Mais au bout de 72 heures, normalement, vous allez rentrer dans un état métabolique différent. Vous allez utiliser une filière métabolique différente, extrêmement rentable, qui est une sorte de filière de secours, quand vous vous privez de glucides, qui s'appelle la cétose. Cette cétose, c'est une cétose lente. Ça n'est pas comparable à l'acidocétose diabétique, le patient diabétique de type 1 qui a sa glycémie qui va plonger en l'espace de quelques minutes vers une zone qui risque de mettre son cerveau off. Donc, l'important, c'est de bien comprendre que la cétose, quand on veut utiliser des techniques du régime cétogène, etc., il faut le maîtriser, il faut être bien accompagné là-dessus, et il faut bien prendre conscience que c'est une cétose qui se fait lentement par l'éviction de tous les aliments qui vous apportent du glucose, que ce soit le sucre ajouté, les féculents et tout le reste. Et qu'est-ce qui se passe donc quand on s'en prive ? Eh bien, on va lancer progressivement une filière annexe qui s'appelle la néoglucogénèse et que les physiologistes connaissent depuis très longtemps et qui va vous permettre de fabriquer néoglucogénèse, de refabriquer du glucose à partir d'autre chose. Donc notre corps, il est même capable d'en fabriquer. Donc nous dire que le sucre est indispensable au fonctionnement de nos cellules, c'est une hérésie scientifique totale. Donc la personne qui vous raconte ça, soit elle ment, soit elle a oublié je dirais un pan absolument immense et inoubliable de la bioénergétique cellulaire. Donc c'est un truc qui ne tient pas la route. C'est vraiment l'argument dont se sont servis les industriels dans les années 50-60 pour promouvoir le sucre, avec par exemple Frédéric Ster, qui était le président d'Harvard à l'époque, je crois, ou directeur ou quelque chose comme ça, et qui avait fait toute une étude en montrant que l'humain avait besoin de sucre, qu'on avait une appétence pour le sucre depuis toujours, que le corps en avait besoin pour l'énergie, et c'est une croyance qui est hallucinante. Moi qui tiens un compte qui parle essentiellement de sucre, mais pas que, mais j'en parle beaucoup, parce que ça a quand même été... ça prend une grande place. J'ai beaucoup de commentaires dans ce sens qui me répondent « Oui, comment vous faites pour avoir de l'énergie ? C'est impossible de ne pas manger. » Et en plus, moi, je n'ai retiré que les sucres raffinés. Je précise bien que je mange encore des glucides, on va dire, des féculents et même des sucres mieux tolérés par le corps. Mais il y en a plein qui me disent « Sans sucre raffiné, donc sans sucre blanc, tu ne peux pas faire du sport, tu ne peux pas... » Bon, moi j'ai une carrière dans le sport, donc je suis la preuve vivante, mais voilà, c'est faux, c'est bien de le dire. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en consommer. Alors, ce que tu expliquais était très très intéressant. On a une date importante qui correspond à peu près à 2016, si ma mémoire est bonne, où une étude, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de l'épistémiologie, mais il y a une historienne qui a publié un article. Elle avait trouvé des papiers datant de 1963 ou 65, c'était des documents internes du lobby du sucre, c'est Sugar Company, je crois que c'était, et donc elle a publié ça avec un titre « How Sugar Industry Shifted Blame to Fat ». C'est comment l'industrie du sucre a fait retomber la faute sur le gras.
C'est à partir de ces années-là qu'on a fait la promotion de cette idée que le gras était responsable du surpoids, de l'obésité, des hypercholestérolémies, des infarctus, de tout un tas de trucs. Le sucre, non. Et il y a même eu, donc en fait, la réalité sous-jacente, c'est que l'industrie du sucre, le lobby du sucre, a sponsorisé des études qui avaient pour objectif de démontrer que le sucre était bon pour la santé. Donc il y a même eu des études, évidemment caviardées, qui, entre guillemets, parenthèse, crochet, tout ce que vous voulez, démontraient que le sucre, c'était important d'en consommer pour, écoutez bien, prévenir les caries. Oui. Aujourd'hui, mais personne n'y croirait, même dans les années 80, personne n'y aurait cru. Pourtant, à l'époque, ça a été publié comme ça. Donc ça, c'est exactement l'intérêt de l'industrie du sucre. Ma foi, qu'ils aient envie de faire du chiffre, je peux tout à fait les comprendre. De là à aller pousser à publier des fraudes scientifiques, malheureusement, ça fait partie du jeu. Par contre, c'est une réalité. Donc je répète l'article, ça a été publié dans le New York Times en 2016. C'était How Sugar Industry Shifted Blame to Fat. Donc c'est quelque chose qui est publié, qui est reconnu et qui aurait dû faire un scandale absolu. Et qui montre bien que cette idée que le sucre ne pose aucun problème pour la santé, c'est un truc qu'il faut vraiment s'enlever de la tête. Bien sûr, il y a une question de quantité, mais quand j'entends à la radio des théories complètement fumeuses qui cherchent à nous démontrer qu'on a besoin d'avoir au minimum 12 grammes de sucre ou 15 grammes de sucre par jour, non, absolument pas. On n'en a pas besoin. Il y a des recommandations de l'OMS qui recommandent de ne pas dépasser ces chiffres-là. D'accord ? Mais il faut avoir conscience que notre consommation de sucre, elle a explosé dans cette période-là, donc à partir des années 60, et notamment avec l'avènement de l'industrie agroalimentaire qui est capable de nous en vendre en grande quantité, parce que c'est une matière première à partir de laquelle on peut faire énormément de choses, et parce qu'on a spontanément une appétence pour le sucre. On sait que le sucre, c'est une molécule qui est capable d'avoir un effet anxiolytique, antidépresseur, et ça a été démontré entre 2007, et il y a encore des articles qui sont sortis récemment sur ce sujet-là, que le sucre est une substance addictive, et je dirais même plus, la saveur sucrée est addictive. Oui. Même avec les édulcorants, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc le remplacement du sucre par les édulcorants intenses, donc les stéviosides, donc dérivés de la stevia, l'acésulfame de potassium, qu'on appelle l'aspartame, qui sont plusieurs centaines de fois plus sucrés que le sucre, on a entre 200 et 300 fois, ils ont des effets tout à fait similaires, même s'ils représentent, entre guillemets, 0 calories. Et c'est même pire, parce que ils sont capables d'augmenter la fréquence de vos prises alimentaires, parce qu'ils vont provoquer donc une production d'insuline. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique de l'excrétion d'insuline. Même les industriels des édulcorants reconnaissent l'existence de ce phénomène-là, mais ils le minimisent. Vous vous doutez bien pourquoi. Les édulcorants ne sont pas une bonne solution pour limiter la consommation de sucre, parce que c'est vrai que ce serait souhaitable de la réduire. Là-dessus, il n'y a pas de doute, hein. C'est un véritable consensus scientifique dans la littérature. Alors, par quoi on pourrait le remplacer ? Certainement pas par les édulcorants, parce que ce qui a été démontré, c'est qu'ils provoquent une réponse insulinique. Il faut produire de l'insuline, donc plus on en consomme, plus on produit de l'insuline, plus on prend de poids, puisque l'insuline, c'est une hormone du stockage. Elle fait baisser le taux de glucose sanguin par le stockage, donc elle nous fait stocker, donc elle nous fait prendre du poids, donc plus on consomme des édulcorants, plus on se dirige vers le surpoids, l'obésité, et en sursollicitant le pancréas, en lui demandant de produire trop d'insuline, on va finir par développer donc des problèmes de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, etc. Donc aucun intérêt d'aller utiliser ces édulcorants, bien au contraire. Donc, il faut avoir conscience que c'est d'ailleurs ce qu'a recommandé l'Organisation mondiale de la santé en mai 2023, si ma mémoire est bonne. Ils ont fait la somme de tout ce qui a été publié depuis plus d'une trentaine d'années. Ils disent le verdict, il est sans appel. Il faut arrêter de consommer ces produits-là, et il faut arrêter de se justifier en disant que ça vaut 0 calories, et que donc du coup on arrive à perdre du poids, parce que ça ne marche pas. Ça augmente le risque de surpoids, d'obésité, de diabète.
donc c'est terminé. C'est le clap de fin. Sauf qu'il y aura toujours des personnes pour rajouter de leur fumage, utiliser peut-être des raisonnements un peu détournés pour faire croire que oui, on peut les utiliser. Au contraire, il faut. Pour moi, c'est pas une bonne solution et c'est associé à l'augmentation de pas mal de risques pathologiques, puisque dès que l'obésité et le diabète de type 2 arrivent, les risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, de cancer, enfin tout ça explose. Donc c'est sûr que c'est pas une bonne solution, c'est pas de bons outils pour la santé. Alors après, la difficulté, c'est que il y a ces fameuses publications donc 2007, 2014 et encore récemment qui ont montré que la saveur sucrée et le sucre sont hautement addictifs, avec un niveau d'addictogénie, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, qui est comparable, voire supérieur à celui des drogues dures comme la cocaïne ou l'héroïne. C'est impressionnant de voir ça. Donc on se rend compte que l'addiction au sucre, oui, elle existe. Les preuves scientifiques sont là. Et ça n'a pas été démontré simplement sur les rongeurs. Ça a été confirmé sur l'humain. Quand on fait des études sur les rongeurs, on a l'habitude de les faire sur des rongeurs parce que ça permet de démontrer que chez le mammifère, qui a un cerveau qui, dans les grandes lignes, au niveau du système nerveux autonome, fonctionne à peu près de la même façon, c'est comparable. Après, évidemment, il faut aller le transposer chez l'humain, mais la transposition chez l'humain, elle est faite. Il n'y a pas de doute. Donc, sur le côté addictif de la saveur sucrée et du goût sucré, il y a beaucoup de personnes qu'on peut voir éventuellement en consultation pour les diététiciens, etc., qui le disent. Je sens que je suis dépendant au goût sucré. Ça me rassure, ça m'aide à retrouver le moral. Enfin, c'est le cliché de, je ne sais pas si c'est pas Bridget Jones, qui à moitié dans l'alcool et à moitié dans le pot de glace ou de pâte tartinée, qui se rassure, quoi. C'est quelque chose de très humain. Il faut en avoir conscience. Alors, ça veut dire qu'il faut en fait changer notre rapport à cette saveur sucrée et quelque part se rééduquer. Et c'est pas en utilisant ces édulcorants intenses à tire-larigot qu'on va solutionner le problème. Voilà, donc il faut aller chercher des produits qui ont une saveur naturellement sucrée, les fruits, surtout crus évidemment, pas trop cuits parce qu'on va générer plus de sucre, on va le concentrer aussi, pas trop de jus de fruits, et ensuite aller utiliser un sucre naturel, non raffiné, mais en quantité modérée. Donc il faut baisser progressivement son paramètre, son mètre de mesure, quelque part, du goût au sucre. Voilà, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je ne compte plus, de rencontrer des patients qui n'avaient pas forcément des problèmes de surpoids, mais qui avaient une addiction, avec des guillemets plus ou moins prononcés, au chocolat au lait notamment. Moi, le chocolat, je ne peux pas en manger. C'est atrocement sucré. C'est un truc que je ne peux pas. Et donc, j'explique à la patiente qu'il va falloir passer à du chocolat noir, et puis du chocolat noir plutôt à fort pourcentage en cacao. Parce qu'il faut savoir quand même que quand vous avez un chocolat à 70% de cacao, ça veut dire qu'il y a 30% de sucre. Si vous en mangez un carré, deux carrés, ça va. Si vous mangez la tablette, ça vous fera, pour une tablette de 100 grammes, 30 grammes de sucre. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc il faut aller chercher un pourcentage de cacao le plus élevé possible, sauf que c'est amer. Et donc la patiente me dit, mais j'ai jamais aimé le chocolat noir, j'aime pas, c'est pas maintenant que je vais commencer, je peux pas en fait, j'y arrive pas. Je lui ai proposé d'associer le chocolat noir avec la consommation d'un fruit qui se marie bien avec. Ça peut être les agrumes, les oranges, c'est magnifique, les mandarines, c'est magnifique, les clémentines, c'est magnifique, les fruits rouges, c'est génial, la poire chocolat, c'est un truc juste unique. Donc la sucrosité du fruit va permettre de compenser l'amertume du chocolat, et du coup, alors là, il faut essayer d'éviter de croquer le chocolat et plutôt le faire fondre dans la bouche en même temps que vous mangez le fruit. Donc, il faut le coincer entre la joue et les dents. Et du coup, on va arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant d'un point de vue gastronomique. Et on va pouvoir profiter du chocolat, de la saveur sucrée, tout en amenant ce que le chocolat peut avoir d'intéressant pour la santé, des polyphénols divers et variés. Et ensuite, ce que les fruits vont nous apporter, vitamines, fibres, antioxydants, etc. Voilà. Alors, je sais qu'il y a quelques études qui ont dit, attention, on peut trouver du cadmium dans le chocolat. Oui, certes, pas forcément dans tous. C'est une question qui est bien souvent géologique. On peut trouver du cadmium dans le sol, c'est un minerai. Donc, si le sol dans lequel pousse le cacaoyer est riche en cadmium, vous allez en retrouver dans le cacao. C'est logique. Donc, à ce moment-là, il faut essayer de trouver des cacaos qui ont été cultivés de la façon la plus éco-responsable possible et en faire une consommation d'autant plus modérée qu'il peut y avoir ce truc-là. Mais si vous en faites une consommation, je dirais, de 2 gros carrés par jour de chocolat qui fait 70% et plus, ça va aller. Sur le cadmium, j'ai vu que c'était en Afrique où il y a moins de risques justement d'avoir de riches concentrations en cadmium, donc il vaut mieux aller vers des cacaos ou des produits à base de cacao qui ont été faits
fait en Afrique. Apparemment, le sol africain est moins chargé. C'est hyper intéressant, Jean, et je suis vraiment contente que tu parles de cette histoire d'addiction, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, et notamment dans la communauté de certains diététiciens, je ne vais pas dire tous, mais je les ai beaucoup entendus démonter ça en disant non, il n'y a pas d'addiction au sucre. Alors moi, j'ai fait des TCA, donc je sais ce que c'est qu'une addiction alimentaire, et il y a beaucoup d'autres personnes qui sont concernées, donc merci de remettre un petit peu déjà l'église au centre du village, j'ai envie de dire, par rapport à ça, et scientifiquement parlant, toujours. Moi, j'aimerais aussi te demander, pour finir, pour clôturer sur le chapitre du sucre, après on va passer au gluten, j'aimerais te demander aussi la partie, donc là tu as parlé beaucoup de l'impact sur le côté physique. Je pense que tu as bien listé l'impact, que ce soit des édulcorants, du sucre raffiné, etc. Est-ce que tu en sais quelque chose sur tout ce qui est mental, voire même axe microbiote cerveau, enfin tu vois, voilà, tout ce qui est nerveux, etc. C'est vraiment central dans la question à la fois de l'addiction au sucre et la bonne utilisation qu'on devrait faire du sucre. Et je comprends très très bien que des consoeurs ou confrères diététiciens soient en difficulté avec ça, parce que c'est une difficulté pour les patients. Donc il y a plusieurs façons de l'aborder, cette difficulté. Soit de dire oh, mais on ne va pas non plus tout interdire. On n'est pas là pour interdire, on est là pour donner des conseils. Et une fois que la consultation est terminée, ce que je dis à mes patients, c'est à eux de bosser. Et c'est dur, il faut en être conscient. Donc ils aimeraient, je pense que c'est totalement légitime de penser comme ça, ils aimeraient éviter cette difficulté-là aux patients. Donc s'ils peuvent utiliser quelque chose et dire le sucre c'est pas trop mauvais, donc on va avoir tendance à faire, c'est une sorte de biais de confirmation, à faire le choix de l'information qui nous met pas trop en difficulté. C'est pas évident d'aller regarder la littérature scientifique et de lire des informations qui vont à l'encontre du raisonnement qu'on peut avoir au préalable. Il faut être honnête jusqu'au bout. Donc c'est pas simple, je peux très bien comprendre ça. Ceci dit, moi ce que j'ai expliqué, c'est des données qui sont prouvées, reprouvées, et qui sont déjà à l'état de consensus, et le reste c'est des conflits d'intérêts. Et ensuite il y a aussi la logique physiologique qui est je dirais imparable. À partir du moment où on raconte quelque chose qui ne colle pas avec les connaissances de physiologie qui ont été étayées depuis des dizaines d'années, voire plus, voilà, le cycle de Krebs, la néoglucogénèse et compagnie, ça veut dire que le raisonnement il est complètement à mettre à la poubelle, ça c'est certain. Donc c'est pas facile, je pense qu'il faut bien souligner que c'est difficile de sortir de cette addiction au sucre, et en même temps il faut bien dire que c'est important parce que le cerveau est très très sensible aux fluctuations de glycémie, il est très très sensible, comme on l'a vu, à la saveur sucrée elle-même, même si c'est pas du sucre qu'il apporte. Et probablement que le fait qu'il y ait cette augmentation de la saveur sucrée sans une augmentation de la glycémie, ça met un peu plus la pagaille dans la connectique, si tu vois ce que je veux dire. Donc cette addiction au sucre, elle existe, bien sûr, et les fluctuations de la glycémie, ça aussi c'est démontré, quand elles sont trop amples, quand elles sont de trop forte amplitude, que vous faites les montagnes russes de glycémie, vous allez faire des montagnes russes de votre état cognitif et émotionnel. Pourquoi ? Parce que quand votre glycémie monte haut, vous produisez de l'insuline pour la faire baisser, pour stocker. En produisant de l'insuline, la production d'insuline va être proportionnée à la vitesse à laquelle votre taux de glucose sanguin va augmenter. Donc, clairement, quand vous prenez une grande quantité de sucre, vous allez produire une grande quantité d'insuline et votre glycémie va faire monter et descendre rapide. Le problème, c'est que votre cerveau ne perçoit pas la valeur absolue de votre taux de glucose sanguin, il perçoit la vitesse à laquelle elle monte ou à laquelle elle descend. Donc c'est la pente. Plus la pente est raide, plus le cerveau va se mettre en alarme rapidement. Quand vous faites une hypoglycémie, ce que vous avez comme réaction, c'est une réaction de stress aigu. Vous produisez de l'adrénaline, vous avez une vasoconstriction au niveau de la peau, une vasorelaxation vers les muscles, vous êtes en hydriase, vous tremblotez, vous pâlissez, vous avez des sortes de sueur froide, etc. Quand vous faites de grosses hypoglycémies, vous n'êtes pas bien. Pourquoi ? Parce que le cerveau se met en alarme. C'est une réaction du stress. De stress aigu, il se met en alarme, il vous dit attention, il faut manger rapidement, il faut faire remonter la glycémie rapidement, parce que si ça continue à la même vitesse, moi je vais partir en nécrose. Donc, quand vous êtes en hyperglycémie, vous êtes, je dirais, à la limite d'une espèce d'euphorie, et quand tout d'un coup ça baisse, là c'est la crise d'angoisse absolue. Donc en fait, ça va
augmenter la vulnérabilité au stress, ce qu'on voit très très bien dans les études sur la nutrition et la santé mentale, ça va augmenter la dose de stress que vous allez avoir dans la journée. Donc on voit très très bien la différence quand on voit des études par exemple qui montrent que les fluctuations de glycémie peuvent avoir des effets psychologiques chez les personnes fragiles qui sont rapprochés de problèmes de type maniaco-dépressif. Ça veut dire que le sucre va vous rendre maniaco-dépressif, ça veut dire que si vous en faites la mauvaise utilisation et que vous avez un terrain de ce type-là, ça pourrait bien le révéler. Donc ça pourrait faire le lit de certains troubles mentaux. Ça le fait très probablement. Personnellement, j'en suis convaincu. Après les publications, il faudra qu'elles avancent encore là-dessus. Mais par contre, le fait que ça les révèle, ça ne fait pas le moindre doute. Quand on prend des enfants avec des troubles déficit de l'attention, hyperactivité, on leur donne du sucre, c'est le disjoncteur absolu. Ils pètent un câble. Donc, on devrait pousser les parents à limiter et retarder le plus possible l'exposition au sucre ajouté, au soda, aux bonbons des enfants, mais le plus longtemps possible. Moins ils en consomment, mieux c'est. Ces produits-là sont néfastes, clairement. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais un petit peu de temps en temps. Le de temps en temps, c'est quoi? Est-ce que c'est tous les jours? Un bonbon tous les jours, pour moi, c'est trop. C'est trop, parce que ça veut dire qu'il y a une routine, c'est habituel. Et le jour où il y aura une fête, on va avoir quoi? On va avoir un sachet de bonbons entiers, etc. Les bonbons, chez moi, c'est le moins possible. Il y en a pas, j'en achète jamais. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui en offre pour faire plaisir aux enfants, c'est adorable, c'est sympa, c'est gentil. Mais c'est pas ça qu'il faut leur offrir. Offrez-leur, je sais pas moi, une mini boîte de Lego, un mini Playmobil, un truc comme ça. Ils vont jouer, ils vont avoir de l'imagination. Offrez-leur je sais pas, un truc pour aller jouer dehors, un cerf-volant. C'est tellement plus génial. Et surtout, n'ayez pas peur que les enfants s'ennuient. Il paraît que c'est très fécond pour le système nerveux central. Je lisais encore un truc sur ce sujet-là. Mais le sucre, non, de grâce. Il faut réduire le sucre. Là, on a quand même dans l'historique de l'utilisation du sucre, on est à peu près, en moyenne en France, je crois que c'est 35 kilos par an et par personne. J'en achète 10 kilos. On est 5 à la maison, vous imaginez? Donc, non, c'est très grave. Et parallèlement, il y a une augmentation des problèmes de surpoids, d'obésité, et on a des sociétés dans lesquelles on aura bientôt la moitié de la population en obésité. On a déjà la moitié de la population en surpoids, ce sera la moitié de la population en obésité, et la courbe, vous voyez, surpoids, obésité et diabète de type 2, elle est quasiment superposable à la courbe de la consommation du sucre. Donc on voit que, pof, il y a une inflexion vers le haut de la courbe aux alentours des années 60-65, qui correspond à cette période où il y a vraiment eu un développement de la publicité pour le sucre. Et le résultat, il est là. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que l'obésité, c'est une pandémie qui fait énormément de dégâts et qui concerne des enfants de plus en plus jeunes. Il faut savoir que le diabète de type 2, qui est un diabète généré par des habitudes alimentaires excessivement glucidiques, donc il va nécessiter des quantités croissantes d'insuline pour normaliser la glycémie jusqu'au moment où le pancréas, qui a des limites comme tous nos organes, ne pourra pas en produire plus. Et là, malgré de grandes quantités d'insuline produites tous les jours, la glycémie n'est plus dans la norme. Ça, c'est un diabète dit de type 2 associé à du surpoids et de l'obésité. On commence à en retrouver chez les enfants qui n'ont pas 10 ans. C'est très très grave. Ouais. C'est très grave. Non, c'est le mal du siècle. Et pour donner le chiffre, tout à l'heure, tu parlais des sucres cachés aussi, parce qu'on a l'appétence pour le côté sucré, mais on se rend plus compte à quel point on mange du sucre sans même savoir qu'on est en train de manger du sucre dans des produits qui n'ont rien à voir avec quelque chose de sucré. Pour le chiffre exact qui date de 2023, que j'ai eu là il n'y a pas longtemps, c'est 74% des produits industriels qu'on retrouve dans les supermarchés contiennent du sucre ajouté, donc en plus caché. Voilà, donc effectivement c'est un problème. Et s'il n'y avait que ça, parce que le sujet des produits ultra transformés, c'est un vrai sujet. Il y a maintenant un vrai discours des scientifiques sur ce sujet-là. Les produits ultra transformés sont à bannir. Et comme le disait très bien Coluche, qui était un philosophe extraordinaire, il suffit que les gens ne l'achètent plus pour que ça se vende pas. Donc si tout le monde arrête d'acheter ça, les industriels ils seront obligés de trouver autre chose et peut-être qu'ils se dirigeront vers des cultures un petit peu plus intéressantes, parce que l'échelle industrielle est nécessaire pour les très grandes populations. Maintenant, on peut faire des produits de qualité à l'échelle industrielle, ça existe. Donc c'est vers ça qu'il faut essayer de se diriger. Il faut les pousser dans ce sens-là. Mais les produits ultra transformés, ça ne devrait même pas exister. Savoir que non seulement il y a du sucre, il y a des exhausteurs de goût, il y a des émulsifiants, ils sont maintenant clairement
tenu pour responsable du déclenchement de beaucoup de maladies inflammatoires chroniques intestinales. D'accord. Donc ça, c'est les E400 et des brouettes, j'ai plus les chiffres en tête, mais les émulsifiants ont des effets catastrophiques sur le microbiote intestinal. Il n'y a pas de doute, ces produits-là, il faut les éviter. C'est clair. C'est clair. Alors, ma dernière question avant de passer au gluten, c'est est-ce qu'il y a, quand on a envie, tu vois, de temps en temps, de se faire un petit gâteau, quelque chose, une pâtisserie maison, j'entends, est-ce qu'il y a un sucrant, tu vois, on parle du sucre de coco, on parle de plein de types de sucre là, ou même le sirop diacone là, qui viennent d'arriver sur le marché, le miel, etc. Est-ce que toi, il y en a un que dont tu sais que c'est le moins néfaste, on va dire, le moins dangereux? La première chose qu'il faut essayer de réfléchir, c'est changer notre façon d'utiliser le sucre. J'ai en mémoire un jour, pour je sais plus quelle fête, peut-être Noël ou Nouvel An, on avait décidé en famille de se préparer tout un tas de petits trucs et puis de faire une espèce de farandole de dessert pour que chacun se fasse son petit café gourmand. C'était sympa. Et donc je m'étais attelé à faire un truc que je savais pas faire à l'époque, c'était des crèmes brûlées. Et à un moment, je commence à verser le sucre dans le mélange avec les œufs, tout ça. Et puis, je m'arrête en cours de route. J'ai dit, mais ça a l'air colossal, la quantité de sucre de la recette. Je sais plus combien il y avait. Peut-être pour 6 œufs, il y avait 200 grammes de sucre. Je dis, mais c'est un truc de dingue. Je goûte. Je dis, ah, mais c'est horrible, en fait. Et je me dis, mais j'ai dû me tromper. J'ai dû utiliser le sucre qu'on va utiliser pour mettre par-dessus pour caraméliser. Non, même pas. Et donc, j'avais mis à peine la moitié du sucre qui était présent dans la recette. En fait, c'était une recette qu'on nous avait transmise par je ne sais plus qui, et par une personne qui actuellement est diabétique, la pauvre. Voilà, on peut s'y attendre, et qui avait une appétence pour le sucre qui était juste sidérante, quoi. Voilà, et donc là, j'ai dit, mais c'est absolument impossible pour moi de manger un truc comme ça. Donc du coup, je me suis débrouillé, j'ai augmenté la quantité, on a eu plus de crème catalane, on en a mangé pendant 3 jours, et voilà, je l'ai dilué avec le reste. Une personne qui mettrait autant de sucre, elle changerait progressivement sa recette en réduisant peut-être d'un quart ou d'un tiers, et puis ensuite de la moitié, et progressivement en arrivant à un quart de sucre qu'elle a au départ. Rien que ça, vous imaginez, vous divisez par 4 la quantité de sucre qu'elle peut consommer sur un dessert. Donc, il y a d'abord cette approche-là, chercher à sucrer. Une autre approche, c'est quand on fait des recettes en pâtisserie, on peut essayer, selon les recettes, c'est pas toujours possible, d'intégrer des ingrédients qui vont ramener plus de fibres et plus de bonne graisse, donc des choses qui aient du goût, donc ramener de la poudre d'amande, de la poudre de noisette, utiliser des farines complètes si c'est possible. Ça, c'est des choses qui vont permettre de baisser la vitesse à laquelle on va absorber le sucre. Autre petit truc qu'on peut utiliser, parce qu'il y a des recettes pour lesquelles ça va être compliqué d'utiliser des farines complètes, du sucre complet, etc., parce que ça a des goûts différents. Donc voilà, je sais pas, moi je suis pas pâtissier, mais pour faire des macarons, ça va être compliqué d'utiliser le sucre intégral, quoi, du rapadura. Il va pas bien se diluer, donc ça marchera pas. Mais l'autre solution, c'est de faire en sorte qu'au cours du repas, à la fin duquel vous allez manger ce dessert-là, vous ayez énormément de fibres, si possible peu de féculents, c'est pas toujours possible, et puis qu'en accompagnement de ce dessert sucré, vous mettiez une salade de fruits, dans laquelle vous pouvez mettre des oléagineux un petit peu torréfiés, des amandes, des noisettes. Alors c'est bourré de magnésium, c'est bourré de bonne graisse. Vous les torréfiez modérément, ça a des odeurs dans la cuisine qui sont extrêmement sympas. Ça ramène du croquant, ça ramène quelque chose. Et donc le fait d'avoir les fruits et ce dessert-là, on va aussi bien en profiter que limiter les effets sur la glycémie et le métabolisme. Après, la question des édulcorants va toujours se poser parce qu'il y a des personnes qui veulent pouvoir avoir un dessert sans que ça pose problème, sans que ça les empêche par exemple d'être en cétose, et donc elles vont aller utiliser le xylitol, l'érythritol ou l'allulose dont on commence à parler beaucoup. Ces 3 édulcorants-là sont des édulcorants de charge, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir sucrant qui est comparable à celui du sucre. Ça veut dire qu'il va falloir utiliser des quantités comparables à celles du sucre. Comme ils peuvent donner des troubles digestifs, on essaie de les utiliser en quantité plus modérée. Mais ce sont des édulcorants pour lesquels on n'a pas de problème comparable à ceux de l'aspartame, des stéviosides, etc. Voilà. En France, on arrive à utiliser l'érythritol et le xylitol sans problème. L'allulose, on peut arriver à le trouver sur Internet, mais en France, il n'est pas autorisé à la vente.
Voilà. Sur ce troisième-là, il y a beaucoup d'études extrêmement intéressantes parce qu'il aurait plus que juste l'intérêt de ce goût sucré. Il a aussi la capacité d'aller moduler le métabolisme dans le bon sens, réduire l'absorption des carbohydrates et aider à se déséduquer du sucre. Donc, dans le cadre de l'addiction au sucre, c'est un outil que je trouve très, très intéressant. Là encore, sur le papier, dans les études, il y a des données vraiment solides. Donc, c'est pour ça que je me sens autorisé, entre guillemets, à en parler. Voilà, l'allulose, ceci dit, c'est pas un édulcorant, c'est un sucre, hein, c'est ce qu'on appelle un épimère du fructose, donc c'est une molécule très proche du fructose et qui va être en mesure d'être fixée sur les récepteurs au fructose. Donc le goût sucré vient de là. Donc les quelques édulcorants qu'on pourrait éventuellement utiliser, ce serait ce type d'édulcorants-là qui ne sont pas nocifs, toujours en quantité évidemment modérée, tout en essayant de se déséduquer au sucre par ailleurs, et en n'oubliant pas qu'il y a des personnes qui arrivent à l'obésité, au diabète sans avoir le bec sucré. Pas de soda, pas de pâtisserie, ils mangent uniquement salé. Mais beaucoup de pâtes. En fait, peu de pain, oui, mais peut-être plutôt du pain complet. Et c'est pas le pilier de votre alimentation, c'est pas un aliment complet, c'est un aliment qui contient plus de 70% de féculents selon les types de pain, éventuellement moins si c'est un pain complet. Donc c'est très très riche en amidon, c'est très glucidique. Donc du pain, c'est un féculent qui peut perturber votre métabolisme si vous ne mangez que ça, si vous en mangez trop. Donc ça doit être comptabilisé dans les apports en féculents. Il faut avoir conscience que quand vous mangez du pain, vous allez produire de l'insuline. Donc il ne faut pas en consommer trop souvent, ou alors à la limite, vous le consommez en accompagnant d'autres choses. Faites les méditerranéens, vous mettez des morceaux de tomates dessus, de l'huile d'olive, des feuilles de basilic, un peu de feta ou de mozzarella. Vous allez vous régaler et vous aurez un truc vraiment gastronomique, parce que c'est de la gastronomie simple, c'est bourré de plein de choses, et vous aurez mangé moins de pain au final. Super. Donc, surtout, on essaye de moduler sa consommation de sucre. C'est le message général et changer un petit peu ses habitudes et ses appétences alimentaires. Merci pour cette partie sucrée. On passe du coup au gluten. Alors, je te lance sur le sujet comme ça, mais avec une petite directive quand même. On sait qu'il y a des personnes cœliaques, on sait qu'il y a des personnes qui sont donc intolérantes ou sensibles au gluten. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi, donc tu peux parler des deux, mais aussi des personnes qui ne sont pas intolérantes et cœliaques, donc qui ne réagissent pas vivement, comme moi par exemple. Dès que j'ingère du gluten, ça se voit le lendemain, il n'y a pas de souci, dans les heures qui suivent même. Qu'est-ce que fait le gluten concrètement ? Pourquoi on en parle autant ? Il y en a plein qui disent que c'est une mode, qu'on nous fait un peu suer avec ça. Voilà, qu'est-ce que toi t'en penses ? Et qu'en dit surtout le consensus scientifique ? Est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur cette histoire de gluten en 2025 ? Oui, bien sûr qu'il y a des réalités. Alors, parler de consensus, c'est toujours un peu délicat. Il faut déjà revenir éclaircir un peu les choses. Voilà, c'est en utilisant les bons termes et en les définissant qu'on arrive à tenir un discours qui tient la route. La première chose, c'est de comprendre ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est une protéine. C'est une protéine qui a des propriétés physiques qui expliquent son nom. C'est une sorte de colle, une sorte de glu. Le gluten dans les céréales en tant que tel, il n'est pas présent. Il est obtenu quand vous avez pris la céréale, vous l'avez moulue en farine, et quand cette farine a été mélangée à l'eau avec un système de pétrissage. Donc vous avez l'eau, les deux protéines du blé ou des blés, la gliadine et la gluténine, qui sont moulues, qui sont mises ensemble avec l'eau. Quand vous allez moudre les protéines, vous changez leur état chimique, vous réduisez leur taille, etc. Surtout si c'est une farine très très fine, et plus encore si vous enlevez les fibres. Vous rajoutez de l'eau et de la force mécanique et vous allez recréer de nouvelles liaisons chimiques. Et ces nouvelles liaisons chimiques vont former ce qu'on appelle un réseau gluténique, c'est-à-dire des protéines qui ont des liaisons qui ont plus de résistance que d'habitude, ce qu'on appelle des ponts disulfures, pour ceux qui s'intéressent à la chimie. Et ces liaisons chimiques à plus haute énergie que d'habitude sont plus difficiles à découper pour notre système digestif. Pour digérer une protéine, il va falloir, au niveau de l'estomac, de l'acidité et une enzyme particulière. Et ensuite, après l'estomac, il faudra d'autres enzymes et un arsenal enzymatique complexe pour réussir à découper les protéines et pour obtenir les perles du collier, si vous voulez, ce qu'on appelle les acides aminés. Donc, c'est une protéine qui est obtenue après le pétrissage de la farine ajoutée à l'eau. Voilà.
Donc, le gluten, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les produits dérivés des céréales. Si vous prenez des céréales que vous mangez cuites à la vapeur, à l'eau ou en mode un peu risotto, dedans, vous avez la gliadine et la gluténine, mais vous n'avez pas le gluten. Donc, c'est vraiment le processus de transformation qui va permettre d'obtenir ça. Alors, le gluten, qu'est-ce qu'il a comme intérêt? Il a un grand intérêt pour l'industriel parce qu'il va donner ce qu'on appelle de la force boulangère ou de l'élasticité à pâton. Vous prenez un pâton riche en gluten, vous allez l'étirer et il va pratiquement jamais casser. Ça, c'est très intéressant quand vous voulez, par la force centrifuge, étendre le pâton de la pâte pour faire la pizza. Le pizzaiolo, par la force centrifuge, il va chasser les bulles vers l'extérieur, il va l'étirer. S'il a une pâte avec trop peu de force boulangère, elle va se trouer. Si plus de gluten, ce qu'il recherche évidemment, elle va être beaucoup plus élastique. Donc quand vous mangez la pizza comme ça, vous avez beaucoup plus de gluten dedans. Voilà. Cette force boulangère, l'autre intérêt qu'elle peut avoir, c'est que vous pouvez avoir un pain qui va faire de plus grosses bulles. Mais c'est un pain qui va sécher très vite, parce que c'est un peu comme le blanc d'œuf. Le gluten, quand il va sécher, il va être dur comme du bois. Donc le pain riche en gluten, c'est un pain qui, quand il est sec, vous allez vous casser les dents dessus, quoi. C'est un pain vraiment très désagréable. C'est assez classique des pains industriels. Voilà. Donc le gluten, c'est ça. Concernant l'intolérance au gluten, il faut bien spécifier le fait que les céréales sont cultivées depuis très longtemps, mais que dans les derniers 150 ans, il y a eu plus que simplement des croisements, et dans les 50 dernières années plus particulièrement, il y a eu beaucoup plus que des croisements spontanés qui se sont faits, parce qu'au départ, on avait des plantes qui avaient un rendement qui était assez faible, qui étaient des espèces de graminées sauvages, et puis on a sélectionné celles qui faisaient les plus beaux épis, les plus gros épis, etc. Et progressivement, on a fini par sélectionner des espèces qui étaient plus rentables, qui avaient plus de rendement. Mais les agrobiologistes, agrochimistes, etc., ont obtenu par croisement génétique, je ne sais pas trop, des espèces qui sont capables de donner plus par hectare, en consommant moins de matière organique, donc avec des tiges qui sont plus basses. Donc ce sont des blés qui ont des tiges très basses, contrairement aux blés anciens qui ont des tiges très hautes, hein, ça arrive aux épaules. Je suis 1m88, donc je vous laisse imaginer la hauteur du truc. Et les blés actuels, ils ont donc un taux de gluten qui n'est pas forcément plus important que celui des céréales anciennes, mais le type de liaison obtenu lors du malaxage est un type de liaison plus difficile à découper par notre système digestif. Donc, il y a des personnes qui font une consommation de gluten dit moderne, modérée, qui arrivent à le digérer sans problème, et comme leurs habitudes ne sont pas excessives, ça se passe bien. Et ces personnes-là vous diront, intolérance au gluten, non, moi qu'on m'emmerde pas, je mange mon pain, mon gluten, et ils ont pas de problème, tout va très bien. Et il y a des personnes qui vont dire, j'ai des problèmes avec le gluten, quand je l'ai arrêté, depuis que je l'ai arrêté, ça va mieux, j'ai perdu du poids, j'ai moins mal au ventre, etc. Puis quand on regarde la façon dont ils le consommaient avant, il y en avait des tonnes en fait. Il y avait une demi-baguette de pain blanc industriel le matin, il y avait des pâtes le midi plus du pain blanc, et il y avait peut-être 5, 6, 7 aliments riches en gluten qui étaient consommés dans la journée. Donc c'est des personnes, elles seraient peut-être passées à un seul aliment contenant du gluten dans la journée, elles se seraient déjà suffisamment améliorées, et elles auraient perdu du poids probablement au passage. Voilà, donc ça, ce sont des personnes qui en consomment trop. Tout aliment que vous consommez en trop grande quantité, il va saturer certaines filières digestives et il risque de vous provoquer des difficultés, des maux de ventre, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de cette grande diversité alimentaire, c'est-à-dire manger des petites portions de plein de choses très différentes. Voilà. Donc ça, c'est une mauvaise utilisation du gluten. Par contre, il y a la maladie cœliaque. On confond la maladie cœliaque et l'intolérance au gluten, et on ne devrait pas les confondre parce qu'on fait vraiment une différence entre les deux. Il y a la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune, qui est déclenchée par la consommation de gluten. Vous arrêtez, vous excluez totalement le gluten, c'est terminé, la maladie est réduite au silence. Et vous le réintroduisez et elle repart. Et cette maladie auto-immune va provoquer des malabsorptions, donc des personnes qui maigrissent beaucoup, qui n'ont pas juste mal au ventre, des ballonnements, etc. Et c'est une maladie qui se diagnostique, il me semble, à l'aide d'une prise de sang. Ça, c'est le rôle du médecin d'aller faire l'ordonnance pour la prise de sang. On va doser des anticorps anti-transglutaminase. Donc ça veut dire que notre système immunitaire produit des anticorps contre une enzyme particulière qui est située sur l'intestin grêle. Donc, si vous produisez des anticorps contre cette enzyme sur votre intestin grêle, les anticorps vont appeler des lymphocytes sur ces structures-là de votre intestin grêle et ça va les abîmer. Ça, c'est la maladie cœliaque, maladie auto-immune.
Donc, ensuite, il y a les intolérances au gluten non cœliaques, c'est-à-dire des personnes qui ont mal au ventre, enfin qui ont des tas de symptômes, mal de ventre, ballonnement, pas forcément perte de poids, il n'y a pas de malabsorption, mais ballonnement, mal au ventre, troubles immunitaires divers et variés, et pas forcément des phénomènes allergiques. Mais dès qu'elles arrêtent le gluten, elles se sentent mieux, et même en petite quantité, elles ne le supportent pas. Malgré tout, elles n'ont pas les anticorps anti-transglutaminase. Eh bien ça, ce sont des intolérances au gluten non cœliaques. Ensuite, vous allez avoir des personnes qui ont une sensibilité digestive exacerbée pour plein de choses. Ça peut être le gluten, le lait ensemble, ça peut être les trucs trop cuits, etc. C'est des personnes qui ont un système digestif qui peut être fragilisé, soit parce qu'il y a un historique avec beaucoup d'antibiotiques qui a fortement abîmé le microbiote intestinal, ça existe. Ça peut être lié à une alimentation qui dégrade le microbiote intestinal, ça peut être lié à d'autres choses, et puis ça peut simplement être lié à une hypersensibilité, entre guillemets, de caractère. Quelqu'un qui est hypersensible, il est hypersensible à tout, au regard des autres, à la parole des autres, aux mots que les autres peuvent prononcer, même par inadvertance, et qui ne va pas prendre dans le bon sens, parce qu'il est hypersensible, au son, à la lumière, et même au niveau digestif. Et c'est un truc hallucinant de constater à quel point il y a de phénomènes d'anxiété chez les patients qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques intestinales ou de syndrome du côlon irritable. Donc, pourquoi ça? Parce que le système nerveux, il est capable d'aller éteindre le fonctionnement du système digestif quand vous êtes stressé. Et si vous êtes facilement stressable, si votre système nerveux est hyper sensibilisé à toutes ces choses-là, eh bien, pendant que vous mangez, si vous n'avez pas eu le temps d'être bien détendu, bien relaxé, etc., votre système nerveux, il va recevoir des aliments alors qu'il n'est pas dans les meilleures conditions pour les accepter, les digérer, etc. Et ça, c'est un truc évident. Imaginons, vous allez au restaurant d'entreprise, après vous êtes pris un missile de votre N+1 ou quelqu'un qui vous harcèle au travail. Vous pouvez manger ce que vous voulez, ça passera pas. Alors que vous mangez une tartiflette en super bonne compagnie, avec l'amour de votre vie, etc. Et qu'est-ce qu'elle est légère cette tartiflette, malgré tout ce qu'il y a dedans de pas forcément très digeste. Donc il y a tous ces paramètres-là. Donc les intolérances au gluten non cœliaques, elles existent. Quelques études ont suggéré qu'il pourrait y avoir des liens avec le glyphosate, avec le fameux Roundup. Là-dessus, les études scientifiques indépendantes ont clairement montré la toxicité de ce produit-là. Après, je sais que les agriculteurs ont du mal à s'en défaire et qu'ils vont dire non, c'est une question d'utilisation, de quantité, c'est pas si mal ça, etc. Les études toxicologiques indépendantes, elles arrivent toutes au même constat. Voilà. Et j'ai énormément de sympathie pour les agriculteurs parce que déjà, ils n'ont pas la vie facile, on les maltraite terriblement dans notre pays. Mais le glyphosate, il faudrait trouver autre chose. Ce serait vraiment souhaitable. Et il n'y a pas que le glyphosate, il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Je ne parlerai pas des néonicotinoïdes, etc. Donc le sujet du glyphosate a été évoqué dans plusieurs études. Alors est-ce que c'est confirmé? Je pense que c'est assez cohérent. Non pas que ça puisse provoquer directement une sensibilisation au gluten, mais parce que le glyphosate, il est de plus en plus utilisé, parce que ce type de céréales est de plus en plus utilisé. Quand vous avez des céréales qui poussent dans un pays où il ne fait pas suffisamment chaud pour les faire mûrir, comme pays nordiques, le Canada, etc., pour pouvoir les récolter, vous allez les sécher sur pied en les passant au glyphosate. Et là, c'est une espèce de mûrissement artificiel. Le glyphosate, c'est un antibiotique à large spectre. Donc quand on en a trop, et Dieu sait que si on fait des tests urinaires, tout le monde, y compris les gens qui mangent du bio, malgré eux, ils en retrouvent, le glyphosate, il va abîmer le microbiote intestinal de beaucoup de personnes. Il faut savoir que les produits animaux issus de l'agriculture intensive reçoivent 80% des antibiotiques utilisés sur la Terre. Donc le microbiote, il prend des claques, des fois on s'en rend même pas compte, mais il est en mauvais état. Or, l'état du microbiote conditionne la capacité de notre système digestif à supporter des aliments potentiellement irritants. Donc il y a des personnes qui, en réduisant fortement le gluten, en passant aux céréales anciennes, en quantité modérée, en travaillant sur le microbiote avec des fruits, des légumes, peut-être les probiotiques, peut-être d'autres choses, vont réussir à réduire cette sensibilité et elles arriveront à supporter des céréales anciennes et par contre elles ne supporteront jamais plus les céréales modernes.
Alors, est-ce que c'est grave de se priver de céréales? Non, pas du tout, parce que c'est un peu comme les produits laitiers. Il n'y a rien dans les céréales que vous ne puissiez trouver dans d'autres aliments. Donc, vous ne risquez pas d'avoir des carences si il y a d'autres graines qui viennent prendre le relais, comme par exemple les légumineuses qui sont hyper intéressantes à plein de niveaux, tellement il y a de nutriments dedans, ou bien, voilà, des fruits, des légumes, des oléagineux. Tout le règne des oléagineux est fantastique. Donc on peut très bien avoir une alimentation sans céréales, sans risquer de carence. Ça, c'est une légende qui n'a pas de sens. Tout à fait. Ben, je te remercie, je pense que c'est clair. On va passer du coup aux produits laitiers. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu es le descendant du précurseur de quelqu'un qui vraiment voilà, a bien dit que les produits laitiers étaient quand même assez problématiques. Moi, j'aimerais ta vision à toi 2.0, j'ai envie de dire, parce que c'est intéressant aussi. Voilà, produits laitiers, donc là, j'entends vraiment vache, chèvre, brebis, et pourquoi pas faire aussi la différence, parce qu'on me pose souvent la question sur la sphère Happy Body. Oui, mais alors si j'arrête le lait de vache, est-ce que je peux prendre quand même lait de brebis ou chèvre? Je veux bien ton avis sur cette question-là. Ouais. Je ne vais pas avoir un avis tranché, radical ou autre et prononcer une fatwa contre les produits laitiers parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre tradition culinaire depuis très longtemps. Et les diététiciens qui sont très pro-laitage en général ont assez raison de le dire, ça fait partie de notre culture. Maintenant, attention, il faut faire une différence entre le produit laitier issu d'une production paysanne, si vous voulez. L'animal, il mange ce qu'il est censé manger, c'est-à-dire de l'herbe, hein, c'est des ruminants pour les vaches, etc. Donc des herbivores. Ensuite, on a des races qui sont locales, c'est-à-dire que vous n'avez pas des races productrices massives de lait comme la Primolstein, auxquelles vous allez donner du fourrage, mais elle a été placée du côté de Montbéliard ou ailleurs, et donc du coup on produit du comté. Non, c'est des races montbéliardes spécifiques qui sont dans la montagne en train de manger de l'herbe ou éventuellement du foin d'herbe locale, mais là il faut aller se fier aux appellations d'origine protégée le plus possible. Donc les AOP, les AOC, ça c'est vraiment important. Ou les DOP. Enfin, je préfère les AOP, hein, clairement. Hein, c'est vraiment le macaron rouge et jaune là qui est le plus intéressant. Donc ça fait partie de nos traditions et c'est des produits qu'on apprécie beaucoup pour tout un tas de raisons. La réalité du lait, c'est un produit qui contient des protéines, qui contient des graisses saturées. Et là-dessus, c'est un consensus scientifique assez ancien. Les graisses saturées, il en faut pas trop pour la santé. Donc, l'excès de produits laitiers, il n'est pas intéressant ni pour la santé du cerveau, ni pour la santé de la peau, ni pour la santé générale. Voilà, donc il ne faut pas considérer que c'est un produit qui va toujours être bon pour la santé. Est-ce que le lait contient du calcium? Oui, il y a du calcium dans le lait. Il peut y en avoir beaucoup selon le type de produit laitier qu'on consomme. La grande question, c'est est-ce que ce calcium est bien absorbé? Est-ce qu'il a une bonne biodisponibilité? Alors, si vous demandez à l'industrie du lait ou à toutes les sociétés comme le Serin qui travaillent pour l'industrie du lait, leur avis, ils vous diront toujours que c'est génial et qu'il n'y a rien de mieux. La réalité est nettement plus pondérée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez du calcium dans le produit laitier, vous avez le calcium qui est associé à des graisses saturées. Ces graisses saturées, quand elles sont associées à la bile qui va permettre de les digérer, vous avez bile plus l'acide palmitique en réalité, hein, parce que c'est un acide qu'on retrouve dans les produits laitiers animaux. Voilà, donc la bile, le calcium plus les acides gras saturés, ça provoque ce qu'on appelle une saponification. Donc le calcium, les atomes de calcium, les ions calcium sont entre guillemets emprisonnés et vous allez les rejeter avec les matières fécales. Donc qu'en est-il dans les études? On a une biodisponibilité qui va au maximum aux alentours des 35% du calcium des produits laitiers. Donc on en absorbe, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas les aliments les plus intéressants pour apporter du calcium. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'on va en absorber plus. C'est pas le fait d'en apporter plus qu'on va faire clic, copier-coller dans les os ou ailleurs, hein, parce que le calcium il est très très loin d'être important que pour les os. Donc l'intérêt principal des produits laitiers, pour moi, c'est pas le calcium, c'est pas les graisses, c'est les protéines. Ça oui, c'est une source de protéines qui est très intéressante parce que dedans vous avez tous les acides aminés essentiels et je ne pourrai jamais vous dire le contraire. Maintenant, quand on consomme un aliment protéique, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un aliment qui ne va pas être plus ou moins compliqué à digérer pour obtenir les acides aminés essentiels qu'on a dans la protéine? Et là, pour le lait, pour les produits laitiers, pour les dérivés du lait, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on en mange qu'on a la certitude de le digérer. Il faut savoir que le veau est équipé génétiquement pour digérer le lait de sa mère.
Il est équipé donc d'un estomac qui va changer par la suite, hein, bien sûr, mais qui produit deux enzymes, l'une étant la pepsine et l'autre étant la chymosine. Nous, les humains, on n'a que la pepsine et l'acidité. Lui, il a l'acidité, la pepsine et la chymosine. Donc, si on n'a que la pepsine, ça ne veut pas dire que c'est forcément la même pepsine que lui. Mais en tout cas, déjà rien qu'avec ça, on sait qu'on n'est pas aussi bien équipé que lui pour digérer le lait de la vache. Alors vous allez me dire, et le lait humain, mais le lait humain, il n'a pas la même composition que le lait de vache. Et le lait de chaque espèce a une composition qui lui est bien particulière. Je dirais même plus, le lait humain a une composition qui va changer selon le moment de l'allaitement, le moment de la tétée. Entre le début et la fin de la tétée, il n'a pas la même composition. Donc en fait, il s'adapte en permanence selon le besoin de l'enfant, selon son âge, son poids, etc. Donc, dans le cas du lait de vache, le lait qu'on obtient à la traite, etc., c'est un lait qui est riche d'un type de protéine qui s'appelle la caséine, qui est difficile à digérer et qui contient un peu moins, enfin, nettement moins, de lactosérum. Et le lactosérum, c'est un type de protéine très intéressant aussi, ce qu'on appelle la whey, qui est beaucoup plus facile à digérer. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans les compléments pour sportifs, pour la prise de masse, etc. Et ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, caséine et lactosérum. La caséine est difficile à digérer, le lactosérum, c'est pas. Donc, selon le type de produit laitier que vous allez consommer, selon le type de lait que vous allez consommer, si c'est du lait de brebis, du lait de chèvre, si c'est le lait d'une vache de montagne ou d'une vache de basse vallée, comme les Primoldstein ou autres, la composition, le rapport caséine-lactosérum va changer. Et on sait que, par exemple, dans le lait de brebis ou le lait de chèvre, on a de moins en moins de caséine, probablement parce que l'animal est plus petit. Regardez un veau, il pèse peut-être 40 kg à la naissance, il va peser quasiment 800 kg, quasiment une tonne, un an et demi après. Donc il a besoin d'une grande masse de protéines pendant la période où il va grandir le plus, c'est-à-dire juste après la naissance, dans les quelques semaines. Alors je ne sais pas combien de temps ils sont allaités, mais voilà. Donc, cette histoire de protéines plus ou moins faciles à digérer explique pourquoi le lait, c'est pas un aliment pour lequel nous, on est équipés. Donc, si on en consomme un tout petit peu, on devra se débrouiller. Si on en consomme beaucoup, notre estomac, la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est produire plus d'acidité pour essayer de le digérer, parce que c'est comme ça qu'il est équipé. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On risque, certaines personnes peuvent le confirmer, on risque de commencer à avoir peut-être des reflux, des lourdeurs, des petites brûlures ésophagiennes, etc. Ça ne veut pas dire que le lait provoque ça, c'est le trop qui peut provoquer ça. Voilà. Ensuite, l'intérêt d'apporter ce raisonnement-là, c'est aussi de montrer que quand vous consommez du lait et quand vous consommez un fromage, c'est pas la même chose. Quand le lait a été utilisé pour fabriquer un fromage, il y a toute une vie, tout un microbiote qui s'est développé dans le fromage et qui va travailler les protéines du lait. Et quand vous consommez par exemple un morceau de comté qui a vieilli pendant un an et demi, 2 ans, ou un morceau de parmesan qui a été vieilli pendant 3 ans, vous avez un produit dans lequel les bactéries ont énormément travaillé et elles ont préparé la digestion des protéines. Vous avez une prédigestion. Donc c'est beaucoup plus intéressant en tant qu'à consommer des produits laitiers, d'aller consommer des produits laitiers donc issus d'une production paysanne, comme je disais. Je le souligne parce qu'il y a une vraie différence au niveau du contenu des acides gras. Vous pourrez même trouver des oméga 3 dans un fromage d'alpage, par exemple, parce qu'il y a des oméga 3 dans les herbes qui ont été broutées par l'animal. Donc le produit qui va être intéressant, c'est ce type de produit-là. Et ensuite, plutôt des produits, si vous avez du mal à tolérer les produits laitiers, plutôt des produits qui ont été affinés longtemps parce qu'ils seront plus digestes et toujours en quantité modérée. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a dans les produits laitiers quelque chose qu'on ne trouverait pas ailleurs ? Non, rien. Je mets au défi quiconque de me citer le moindre nutriment essentiel présent dans les produits laitiers qui ne pourrait pas être trouvé ailleurs. Il n'y en a aucun, même le calcium. D'ailleurs, en parlant du calcium, pour y revenir rapidement, le calcium des produits laitiers a cette biodisponibilité aux alentours de 35%, ce qui est mieux que rien, mais la biodisponibilité du calcium qui est présent dans les végétaux est le plus souvent bien meilleure. On peut monter à 70%. Vous prenez le chouquel, vous prenez le brocoli, vous en prenez d'autres. Donc, en mangeant des végétaux, du calcium, vous en avez. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, on est très, très pro-laitage. Les politiques de santé sont très pro-laitage. Et il y a une époque où l'industrie du lait avait beaucoup poussé pour qu'on ait une recommandation à 2 grammes de calcium par jour. D'accord ? Et ces 2 grammes de calcium par jour, on n'y est jamais arrivé. Pourquoi ? Parce que dans les publications qu'on a, on voit qu'au-delà de 1300 à 1500 mg de calcium par jour, on commence à augmenter le risque de certains cancers. C'est moins rigolo. Voilà. Et l'OMS recommande entre 800 et 900 mg de calcium par jour. Donc il n'y a pas
la moindre raison d'aller se gaver de produits laitiers. Après, si vous les aimez beaucoup et vous les tolérez bien, vous êtes libre, je veux dire, il n'y a pas de problème, je ne vais pas aller vous balancer une fatwa par-dessus, j'ai aucune raison, ce serait idiot de ma part. Voilà. Mais par contre, le calcium, vous ne risquez pas de carence en calcium en arrêtant les produits laitiers, ça c'est une légende. Alors ensuite, j'aimerais bien savoir comment on pourrait détecter une carence en calcium, parce qu'un jour on m'a dit, oui, il y a des gens à cause de vous, ils sont carences en calcium. Alors déjà, j'ai jamais dit qu'il fallait totalement arrêter les produits laitiers depuis bien longtemps. Il y a une époque où je le disais, je reconnais, il y a une époque où j'étais très, très branché sur l'approche signalée, donc j'étais assez radical là-dessus. J'ai mis de l'eau dans mon vin parce que j'ai vu que déjà, c'était pas si simple que ça à gérer pour beaucoup de patients. Et puis surtout, il faut regarder où ils en sont. S'ils ont 15% de produits laitiers par jour et qu'ils ont le ventre en vrac, on va déjà commencer à passer à 3, 4, 5 maximum, ça ira déjà mieux. Donc, on va voir quelle est la situation avant. Donc, le discours sur les produits laitiers, il est censé en fait être adapté de façon vraiment individuelle. J'ai perdu le fil de mon raisonnement parce que je parle trop vite comme toujours. Non mais je pense que t'as tout dit. L'idée c'est que en fait finalement si je résume c'est la surconso encore une fois qui est le problème. C'est si tu manges, si tu petit déjeunes un bol de céréales avec du sucre raffiné, plus du lait de vache, plus un yaourt, plus à midi tu reprends un yaourt, tu prends du fromage, tu prends du beurre et l'après-midi au goûter et le soir, en fait c'est là que finalement ça va poser problème. Et comme tu dis, il faut écouter aussi je pense son corps et le corps nous le dit. Voilà, si on est en surconso. C'est pas toujours si facile à. J'ai pas dit que c'était facile. Ce qu'on raconte, ouais. Non, c'est pas ce facile. que tu dis est juste, il parle, mais on n'arrive pas forcément à l'écouter parce que parfois on est habitué aux symptômes. Et j'ai retrouvé la chose que je voulais dire concernant les produits laitiers, mais on nous dit, par exemple, moi je me souviens dans mon bouquin de diététique, il y avait écrit noir sur blanc, le lait est le seul aliment indispensable à tous les âges de la vie. Alors, quand je dois écrire un article ou travailler à écrire un bouquin, si je balance une phrase comme ça, je m'y publie. Là, il n'y en a pas. Il y a 0 publié dans ce bouquin-là. Donc, c'est une assertion purement, entre guillemets, gratuite. En réalité, elle ne l'est pas, mais c'est une affirmation qui ne reflète aucune réalité scientifique. Vous avez des personnes qui se passent totalement de produits laitiers qui n'ont pas de problème de croissance. Voilà, maintenant c'est bien pratique. Voilà, il faut aller choisir d'abord des produits de qualité. Donc les produits de qualité, c'est pas nécessairement les produits de grande surface. Allez chercher le plus possible des produits issus d'une agriculture qui fait vivre nos paysans à nous. Voilà, ils ont du mal avec les politiques de santé, Mercosur et compagnie, les gouvernants ne les aident pas du tout, ils font tout le contraire. Donc nous, si on peut leur rendre un service et essayer au moins en partie, parce que tout le monde ne peut pas forcément, ça je le sais très bien, mais aller chercher des produits issus d'une agriculture paysanne, au moins en petite partie, c'est déjà un geste qui va les aider à gagner leur croûte de façon plus correcte et plus respectueuse. Tout à fait, je suis bien d'accord. Du coup, toujours un peu dans le même topic du produit animal, on passe à la viande rouge, volaille et charcuterie. Pour l'instant, on n'est pas sur le poisson ni les œufs. J'imagine que tu vas redire, et n'hésite pas à résumer du coup si tu reparles, je pense, de la même consigne, c'est d'aller plutôt vers des viandes aussi qui sont issues de petits producteurs locaux. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à cette histoire de viande, volaille ou charcute? Quelle est la différence, tout ça? Il y a des différences assez importantes. La première chose à dire, c'est que le porc et le bœuf sont des animaux qui, physiologiquement, produisent davantage de graisses saturées. Donc, c'est pas ces deux aliments qui doivent dominer sur le reste. Voilà. Concernant le mode d'élevage, il est très important. Ce qui me tient à cœur, c'est que l'élevage soit respectueux de l'animal. C'est pas parce qu'on mange l'animal qu'on doit le maltraiter de quelque façon que ce soit. Je suis pas du tout un pro-vegan. Par contre, je suis favorable, parce que les sciences le sont, à une alimentation beaucoup plus riche en protéines végétales, parce que c'est intéressant d'un point de vue écologique, pour la santé, enfin à plein de niveaux. Donc c'est une cohérence globale que je trouve très, très intéressante. Donc il faut réduire la consommation des viandes de ces gros animaux qui consomment énormément de ressources. Voilà. Après, c'est pas des produits qui sont indispensables pour la santé. Tout ce que vous trouvez dans le porc ou dans le bœuf, vous pouvez le retrouver par ailleurs. C'est pas un problème. Que ce soit le fer, déjà le bœuf en contient certes pas mal, mais vous en trouvez au moins autant dans les sardines, qui ont plein d'autres intérêts que le bœuf n'a pas. Donc il n'y a aucune raison d'aller se forcer absolument à consommer de la viande. Voilà. Et ensuite, dans la viande, on a la classification plutôt des cuisiniers qui est viande rouge, viande blanche. On devrait avoir une classification par animal. Vous avez les viandes bovines, le veau, le bœuf, ou appelé comme ça. On va avoir les viandes porcines, les viandes caprines, les viandes ovines, puisqu'on a la chèvre, l'agneau, etc. Et puis, on a la volaille. Et la volaille, c'est très vaste. Vous
avez les poulets, vous avez les chatons, vous avez tout ce qui tourne autour de la poule, du coq, etc. Mais vous avez aussi le canard, qui est une viande extraordinairement intéressante. Vous avez la dinde, bon voilà, et les cailles, etc. Toutes ces viandes-là sont plus intéressantes pour la santé, sont plus recommandables, parce que ce sont des animaux qui sont très souvent granivores quand ils mangent ce qu'ils sont censés manger. Et donc, dans les graines, eh bien, on va retrouver des profils en acides gras polyinsaturés qui sont plus intéressants. Et particulièrement quand ces animaux-là sont nourris avec des graines de lin. Donc, dans l'œuf autant que dans la chair du poulet, quand ils sont nourris avec des graines de lin, vous allez retrouver des oméga 3. Et là, je peux faire de la pub pour l'association Bleu Blanc Cœur, qui a été fondée entre autres par l'équipe de Pierre Veil, qui est un scientifique vraiment extraordinairement intéressant par tout ce qu'il a fait pour faire en sorte que l'alimentation, même à l'échelle industrielle, soit meilleure pour la santé, soit bonne pour la santé, en faisant en sorte d'augmenter le taux d'oméga 3 présent dans la viande, en changeant l'alimentation de l'animal. Donc l'animal, on le nourrit mieux, on fait en sorte qu'il soit en meilleure santé, on a moins besoin de médicaments préventifs, etc., ou d'antibiotiques préventifs. Et au final, on a une viande qui est beaucoup plus saine, et on va avoir aussi beaucoup plus d'oméga 3, ce qui va amener plein d'effets positifs en cascade derrière. Donc ça, c'est un truc très très important. Le fait qu'un animal se nourrisse plus ou moins bien, eh bien, le produit que vous allez en retirer va être plus ou moins bon pour votre santé. Donc respecter l'animal, c'est respecter notre santé aussi. Et c'est un cycle. Le poisson ? Oui, tout à fait. Alors, le poisson, c'est beaucoup plus intéressant parce que dedans, vous retrouvez des protéines qui sont de qualité tout à fait comparable à celles que vous avez dans les viandes et les volailles. Il y a tous les acides aminés essentiels, il manque rien. Rien, vous pouvez chercher, il y a tout. Ensuite, vous aurez le fer, vous aurez la vitamine B12 et puis vous aurez les oméga 3. Dans tous les poissons, il y en a plus ou moins, mais il y en a. Si c'est des poissons issus de la mer, vous aurez de l'iode, vous aurez du sélénium. Donc, ils baignent dans un liquide riche en oligo-éléments parce que l'eau de mer contient les oligo-éléments que les fleuves ont fait descendre en allant rincer les sols dans les montagnes ailleurs. Donc les oligo-éléments, ils sont dans la mer. Donc les poissons participent à votre apport en oligo-éléments. Les fruits de mer, plus encore, puisqu'ils filtrent l'eau en permanence. Donc vous avez de l'iode, vous avez du sélénium, vous avez d'autres choses, vous avez même du fer, puisque je vous le disais, quand vous avez la chair de la sardine, vous avez à peu près autant pour 100 grammes de fer que dans le bœuf. Si vous mangez du foie de morue, vous allez avoir plus de fer encore que ça. Si vous mangez un steak de thon rouge, alors évidemment le thon rouge pas trop souvent parce que c'est un très 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 gros poisson et il bioaccumule le mercure. Donc les gros poissons, on va essayer plutôt de les limiter et de les laisser un peu tranquilles et consommer plutôt des petits poissons, donc sardines, maquereaux, anchois, voilà, pas trop salés évidemment, qui vous apporteront énormément d'oméga 3, de très bonnes protéines. Dans le bœuf, vous êtes aux alentours de 18% de protéines, dans la sardine vous êtes à 25-26%. Donc c'est plus riche en protéines. Donc voilà, le poisson est beaucoup plus intéressant. Alors il y a toujours cette question, les océans sont pollués, malheureusement oui, mais la Terre aussi. Ils sont pollués à plein de choses et pollués aux métaux lourds. C'est vrai, je ne vous dirais pas le contraire. Maintenant, le rapport bénéfice-risque, pour l'instant, les scientifiques sont toujours sur le même statu quo. Il vaut mieux manger du poisson au moins 2 fois par semaine. Au moins ça. Éventuellement plus, c'est des personnes qui sont à risque ou qui sortent d'un infarctus, d'un AVC, etc. Mais manger du poisson au moins 2 fois par semaine, en privilégiant plutôt les petits poissons, c'est quelque chose qui est très intéressant pour la santé. Pourquoi le mercure ne poserait pas de problème chez ces poissons-là? Parce qu'ils contiennent le sélénium, et le sélénium, en fait, c'est un oligo-élément qui est inclus dans une protéine qui va emprisonner et permettre de neutraliser les effets du méthylmercure. Donc, vous allez avoir à la fois le poison et l'antidote. Voilà. Il faut savoir que la neurotoxicité du mercure, elle est d'autant plus apte à se développer que votre barrière entre le sang et le cerveau est en mauvais état. Et elle sera en mauvais état si vous êtes carencé en oméga 3. Donc il ne faut pas être carencé en oméga 3. Donc mangez du poisson. Ok. Et des œufs d'ailleurs. On va y passer, mais juste pour le poisson, est-ce qu'il y a un label ou quelque chose, tu sais, comme tout à l'heure tu as parlé de l'AOP ou l'AOC, est-ce qu'il y a quelque chose aussi comme ça? Il y a les labels de pêche responsable, je trouve, qui sont vraiment intéressants. J'espère que leurs cahiers des charges n'ont pas été trop bricolés et qu'ils restent assez stables. Ça, c'est toujours un peu la question. Même dans le label biologique, on est confronté à cette question. Voilà, il y a toujours des façons de tricher qui vont être inventées d'une façon ou d'une autre.
Après, quand c'est du poisson d'élevage, ça peut être intéressant si c'est des élevages de qualité. Donc, il ne faut pas aller chercher des poissons à bas prix qui ne coûtent pas grand-chose et qui ont été élevés avec les produits les moins coûteux possibles. Donc, il faudra aller chercher des labels de qualité, labels rouges, ce genre de choses-là. Il ne faut pas oublier que pour la pêche, il y a une saisonnalité. Donc il y a des périodes où certains poissons vont être moins chers, quitte à en acheter, à le mettre sous vide et à le congeler pour ensuite le consommer 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, l'acheter quand il coûte moins cher, ou acheter du poisson surgelé, pourquoi pas. Vous aurez toujours des protéines, des oméga 3 dedans. Il faut en profiter en suivant le rythme des saisons et ça permet d'avoir des coûts, des prix de revient qui seront quand même un peu plus raisonnables que si vous tenez à tout prix à manger du bar qui va être élevé à grands frais dans une période qui est complètement hors saison, quoi. Bien sûr. Alors justement, donc pour ceux qui n'en mangent pas par choix ou par intolérance ou je ne sais quoi, moi par exemple je suis allergique à tous les fruits de mer et je n'aime pas le poisson. Donc étant végétarienne, les œufs, est-ce qu'on peut compenser justement avec les œufs? Qu'est-ce que tu en penses toi de l'œuf? Alors, l'œuf, j'en pense énormément de bien. Pendant très longtemps, ça a été la protéine de référence, on l'a trouvé dans le blanc d'œuf, parce qu'il est extrêmement complet, il contient tous les acides aminés essentiels. Malheureusement, avec la grande chasse anti-cholestérol, il y a beaucoup de personnes qui ont pris l'habitude d'éviter les œufs ou alors de ne plus consommer le jaune parce qu'il contient des graisses, parce qu'il contient du cholestérol, etc. C'est bien dommage parce que ce que les sciences ont démontré, c'est que le jaune est beaucoup plus intéressant, aussi bien au niveau des protéines qu'au niveau des autres types de nutriments, notamment lipidiques qu'il contient. Il contient des phospholipides et il peut contenir des oméga 3 si la poule a été nourrie correctement, en plus de contenir des antioxydants, de la vitamine A, de la vitamine E et un petit peu de vitamine D. Donc le jaune d'œuf est super intéressant, je dirais même que c'est la partie non seulement la plus goûtue, mais aussi la plus intéressante pour la santé que vous allez trouver dans l'œuf. Donc l'œuf est très intéressant. Après, il y a toujours cette question, oui, mais si je fais de l'hypercholestérolémie, on m'a dit qu'il fallait arrêter de manger des œufs. Alors, le Programme national de nutrition santé 2019 dit halte aux idées reçues. Or, ils sont bien gentils dans la mesure où ils ont un petit peu participé à les diffuser, ces idées-là, mais bon, au moins, le revirement est fait. C'est un consensus scientifique. Manger des œufs n'augmente pas le risque cardiovasculaire, si vous ne faites pas n'importe quoi par ailleurs, parce qu'il n'y a personne qui mange que des œufs, il faut regarder ce que vous mangez par ailleurs, et n'augmente pas le taux de cholestérol sanguin. C'est l'exact contraire dans la plupart des cas. Je précise, on s'est mis dans la tête que manger du cholestérol augmentait le cholestérol sanguin. Il faut savoir que les médicaments hypocholestérolémiants, qui vont baisser votre taux de cholestérol sanguin, ils vont freiner la production du cholestérol dit LDL, qui est un cholestérol qui est fabriqué par le foie. Il est fabriqué par le foie sur demande, c'est-à-dire que si votre besoin en cholestérol augmente parce que vous produisez des hormones stéroïdes en plus grande quantité parce que vous avez un stress, parce que y a un changement de l'état hormonal aux alentours de la ménopause ou après une grossesse ou autre, ou alors il y a un changement de l'état hormonal à cause d'une prise de poids, ou alors vous avez une carence en vitamine D parce que pour fabriquer la vitamine D à l'aide du soleil, le foie commence par produire du 7-hydrocholestérol, l'ergostérol qu'on peut envoyer sous la peau pour le transformer en vitamine D. Donc la vitamine D, c'est un dérivé du cholestérol, c'est absolument sûr, certain, enfin voilà. Je travaillais encore au sujet ce matin. Voilà, ça fait belle lurette on le sait. Pourtant, il y a des personnes qui ne croient pas. C'est vraiment la réalité. J'insiste là-dessus parce que c'est le truc. Un jour, j'ai entendu un médecin rigolant disant que c'est n'importe quoi. Bah, le pauvre, c'est fort dommage parce que c'est très très intéressant de le savoir. Bah oui. Surtout vu qu'on a découvert entre-temps sur la vitamine D qui est une vitamine dont l'importance ne cesse d'être redécouverte. Donc pour revenir au cholestérol, on a appliqué un raisonnement copier-coller, c'est-à-dire on a dit je mange du cholestérol, je vais avoir du cholestérol qui va augmenter dans le sang. Le cholestérol qu'on cherche à faire baisser, c'est le cholestérol fabriqué par le foie et on cherche à le faire baisser et on arrive à le faire baisser avec des traitements pour lesquels je ne développerai pas, ce qu'on appelle des statines, polémiques évidemment, qui vont diminuer la synthèse du cholestérol pour faire en sorte de réduire le risque cardiovasculaire d'un patient qui a trop de cholestérol ou qui fume ou qui est obèse ou qui a de l'hypertension, etc. Donc les fameux risques cardiovasculaires. La réalité, c'est que quand vous mangez du gras, et a fortiori le jaune d'œuf qui contient du gras, qui est entre guillemets très gras, et du cholestérol, il ne va pas passer dans le sang tout de suite. Ce qui va se passer, c'est que les cellules de l'intestin grêle vont
alors, il y aura d'abord le découpage par les enzymes du pancréas, par les lipases. Ensuite, il va passer dans les entérocytes, donc sont les cellules de la paroi de l'intestin grêle qui ont pour fonction d'absorber. Les entérocytes vont les remettre ensemble et on vont ensuite les installer, entre guillemets, sur des protéines de transport qu'on appelle des chylomicrons. Ce sont des lipoprotéines particulières. Ces chylomicrons, ils ne sont pas envoyés dans le sang. C'est très important ce que je dis là. Ils sont envoyés dans la lymphe. C'est-à-dire qu'ils vont passer par le circuit lymphatique et le circuit lymphatique est très lent, très très lent. Le circuit lymphatique, il va donc remonter très très progressivement jusqu'à arriver dans la veine sous-clavière gauche par le canal thoracique et le canal thoracique se déverse au goutte à goutte, il déverse la lymphe au goutte à goutte dans le flux veineux. Donc le gras que vous consommez par l'alimentation est déversé au goutte à goutte au niveau du sang et donc il a un impact négligeable sur le taux de lipides que vous avez dans votre sang. Donc quand on vous dit que c'est le fait de manger une raclette qui fait augmenter votre taux de triglycérides dans le sang, c'est pas le fromage. On a dit la raclette. Vous avez du fromage, certes, mais vous avez du pain ou des pommes de terre. Et puis vous avez éventuellement peut-être un petit coup de blanc, parce que c'est sympa avec le fromage, peut-être un coup de rouge si vous préférez. Et puis en général, quand on mange une raclette, on se retrouve avec des amis, on fait un bon gros dessert bien arrosé avec, voilà, peut-être bien gras, mais surtout bien sucré. Et c'est le sucre et les féculents qui vont vous faire monter les triglycérides, plus l'alcool évidemment, qui vous fait monter les triglycérides. C'est pas le gras, parce que le gras, lui, le lendemain, il est encore péniblement en train de remonter progressivement via le canal thoracique pour être déversé au goutte à goutte, je le redis, dans le sang. Donc les graisses alimentaires n'ont pas d'effet tangible, pas d'effet mesurable sur les graisses du sang. C'est les autres nutriments qui ont généré des triglycérides et qui font monter votre taux de triglycérides sanguins. Donc je redis, sucre, alcool, féculents. C'est le trio gagnant pour faire monter les triglycérides. Donc ça, il faut évidemment les limiter si vous avez des problèmes d'excès de triglycérides dans le sang. Donc le cholestérol des œufs, il ne fait pas monter le taux de LDL. Il pourrait bien le faire baisser. En réalité, il le fait baisser. Il aide à le faire baisser. Pourquoi ? Parce que si vous mangez un œuf par jour, vous allez apporter du cholestérol que le foie n'aura pas besoin de fabriquer. Donc du coup, il fabriquera moins de ce cholestérol LDL. Alors, quelle est la quantité d'œufs qu'on peut manger par jour ? 2 œufs par jour, toute l'année si vous voulez, sans aucun problème. Par contre, prenez des œufs issus de poules qui ont gratté l'herbe, la terre, des poules heureuses, contentes de faire ça. Moi, j'ai 3 poules dans mon jardin, elles sont toutes contentes. Voilà. Et elles reçoivent des graines avec des oméga 3, d'ailleurs, entre autres. Voilà, elles pondent ce qu'elles pondent, c'est pas grave. Et ensuite, il faut aller acheter donc soit du bio, du label rouge, et je vous conseille vivement d'aller chercher les œufs de poules nourries aux graines de lin. Donc, vous avez le label bleu, blanc, cœur. J'en fais encore la publicité avec plaisir. J'ai pas de conflit d'intérêt avec. J'ai eu Pierre Veille en cours il y a bien longtemps, quand je faisais mon diplôme universitaire de micronutrition, mais je ne l'ai jamais rencontré à d'autres moments, donc zéro conflit d'intérêt. Il fait juste un boulot fantastique et c'est vraiment important de parler de ces scientifiques qu'on n'interviewe pas beaucoup à la télé. Parce qu'ils bossent. Je vais essayer de décrocher une interview. Non, mais c'est super, en tout cas, c'était très clair pour tout ce qui était donc produits laitiers, produits animaux, on a vu viande, poisson, etc. On va terminer avec cette dernière question. Être happy body pour toi, Jean, en 2025, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? La santé, parce que je suppose qu'un corps heureux, c'est un corps en bonne santé. Pas seulement, hein, mais la santé va y contribuer. En tout cas, on parle de l'alimentation, on parle de l'activité physique, tu en parles d'ailleurs certainement mieux que moi, et on doit parler aussi de la santé mentale, et autant l'activité physique que l'alimentation vont y contribuer. Et je pense qu'il faut bien souligner le fait que la santé humaine, c'est quelque chose qui doit être considéré de façon complète. C'est la santé physique, mais c'est le physique, l'intellect, l'affect et le côté spirituel aussi. Donc voilà, c'est pas une histoire de religion, de croyance ou autre. Voilà, il y a ces réalités qui nous dépassent, qui font que peut-être on a une foi, une conviction religieuse, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous aide à voir plus loin. Et chacun de ces éléments-là, on doit être bien dans nos pompes à chacun de ces endroits-là.
Et l'alimentation, c'est une partie qui peut moduler de façon extrêmement puissante l'état de santé physique, mental, métabolique, etc. C'est extrêmement puissant, mais c'est encore plus puissant quand c'est associé à une activité physique et notamment une activité physique peut-être aussi associée à toutes les techniques qui peuvent aider à travailler sur la gestion du stress. Le stress, on nous dit un peu rapidement, soyez moins stressé, le stress ça fait du mal, etc. On ne peut pas forcément être moins stressé, mais on peut améliorer notre résistance au stress par l'alimentation et avec des techniques basées sur la respiration. On peut parler de la cohérence cardiaque, on peut parler de la sophrologie, on peut parler de la méditation de pleine conscience. Le yoga a énormément de choses à apporter là-dessus parce que je pratique pas, mais j'en ai entendu parler tellement de fois que tout ce qui va tourner autour de la respiration, des étirements, etc., ça va contribuer justement à la santé mentale. Donc pour moi, tout ça, c'est un ensemble et dans lequel la médecine va intervenir et va pouvoir aider énormément avec tous les moyens qu'elle a, mais il ne faut pas oublier le reste. Il faut vraiment que ce soit un travail intégratif avec toutes les spécialités qui interviennent dedans. Et ce que je trouve de fondamental dans l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, c'est que c'est là qu'on peut être acteur de sa santé. La santé, c'est pas juste une question passive du genre, il y a eu un diagnostic, je vais voir le médecin, il me donne une prescription, je prends mon médicament sagement et j'attends que ça se passe. Non, on peut tous faire quelque chose pour notre santé. C'est une belle façon de prendre soin de soi. C'est pas toujours facile. Et parfois, le point de départ, ce sera pas tellement l'alimentation, mais plutôt l'accompagnement psychologique quand il y a des stress post-traumatiques, quand il y a des angoisses, etc. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Et pour moi, c'est un tout. C'est un tout. Je suis bien d'accord. C'est un petit peu ce que je regroupe dans le concept Happy Body. Alors, je vais terminer déjà en te remerciant, Jean, infiniment pour toutes ces informations, pour ta pédagogie, pour la clarté de toutes tes sources, etc. On sent le pédagogue qui est habitué à dérouler les réponses et j'espère vraiment que ça va servir à tout le monde pour essayer d'y voir plus clair dans cette histoire d'alimentation parce que c'est pas quelque chose de facile. On l'a vu dans la première partie de l'interview. On est un petit peu perdu et c'est normal parce que bref, revoyez la première partie de l'interview parce qu'on en parle justement. Donc vraiment un grand merci d'avoir accepté de prendre de ton temps pour répondre aux questions des Happy Boders. Je vais terminer donc en parlant vite fait d'Happy Body pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Donc pour boucler moi mon chapitre Happy Body, je vous remercie à tous pour votre écoute. Si vous avez besoin de plus d'informations sur mes e-books, mes programmes, les formations, on parlait de yoga, donc yoga, méditation, etc. Moi je fais un petit peu tout parce que ce sont un petit peu tous les outils qui m'ont permis d'aller mieux, de me soigner au niveau physique, mental, d'améliorer en tout cas. Et je suis contente que Jean, tu l'aies précisé, que effectivement on a un pouvoir d'action. Si vous avez besoin d'informations concernant mes e-books, mes programmes, mes formations, donc en yoga et en méditation, moi c'est un petit peu toutes les méthodes qui justement m'ont permis de rétablir ma santé physique et mentale surtout. Et je suis contente que Jean t'ait précisé qu'effectivement on a un pouvoir d'action. Il n'est pas omnipotent, à 100%, mais il existe et on peut quand même améliorer les choses, que ce soit avec le sport, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, etc. et la gestion du stress. Hyper important d'avoir des bons outils, des bons protocoles et il existe maintenant grâce aux neurosciences affectives de nombreux protocoles vérifiés par des neuroscientifiques et hyper efficaces. Donc si vous avez besoin d'infos, vous allez sur le site happybodybyju.com. J'en dis pas plus.